Bienvenue à tous pour cette session numéro 9 sur l'éco-conception des emballages et que nous dédions spécifiquement aux emballages en verre. Donc on va évoquer ensemble tout ce qui touche à la fin de vie des emballages en verre et échanger sur les principales actions d'éco-conception que vous pourriez mener dans le cadre de votre stratégie d'économie circulaire par exemple. Donc je me présente, je suis Sarah Saïd et je suis responsable éco-conception au sein de la société Adelph. Donc Adelph, c'est une filiale de Citeo et nous sommes spécialisés historiquement dans le secteur des vins et spiritueux et de l'industrie pharmaceutique. Donc le verre étant particulièrement utilisé dans ces segments, on mène tous les projets de R&D éco-conception sur ce matériau conjointement avec les équipes de Citeo. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Niels, que vous connaissez sûrement, responsable grand compte chez Citeo, et de Léa. Donc avant de débuter, je vais laisser la parole à Léa pour vous introduire cette session. Bonjour à toutes et tous. Super. Je suis Léa Mathieu-Figueiredo, responsable environnement à l'ANIA. Je suis ravie d'introduire à nouveau ce webinaire qui fait partie d'un cycle de webinaires Citeo ANIA que nous avons eu tout au long de l'année 2020 et dont cette session est l'avant-dernière. Donc ces webinaires sont à destination des entreprises pour les accompagner dans leur démarche d'éco-conception des emballages. Afin de renforcer les connaissances sur la fin de vie des emballages, de mieux comprendre et de réduire les impacts environnementaux, de découvrir comment les emballages sont recyclés et les actions à mener pour améliorer leur recyclabilité, et enfin de pouvoir intégrer dans les stratégies de communication les enjeux d'économie circulaire. Comme on le sait bien, la circularité des emballages est un enjeu extrêmement fort aujourd'hui, notamment avec la dernière loi pour lutter contre le gaspillage et l'économie circulaire. Et donc, ce webinaire portera plus spécifiquement sur l'éco-conception des emballages en verre. Je laisse tout de suite la parole à Sarah et je vous souhaite à tous un très bon webinaire. Merci Léa. Donc voilà, concernant le programme de la session, pour ceux qui ont déjà suivi les précédents webinaires, je pense que vous êtes maintenant plutôt rodés. Mais bon, globalement, on va travailler en entonnoir, entre guillemets. Donc en fait, on va zoomer au fur et à mesure. On part de la photo globale jusqu'à des problématiques très précises. Donc en partie 1, on va commencer par rappeler le contexte et le cadre de ce qu'on appelle l'éco-conception. Donc on présente ici voilà, les grands principes. En partie 2, on s'attache ici à présenter en fait tout ce qui est mis sur le marché, et notamment en termes de typologie d'emballage. Donc, on va regarder quelles sont les performances également de collecte et de recyclage des emballages en verre. Et enfin, on va parcourir ensemble le trajet d'un emballage en verre du moment où il est mis en marché au moment où cet emballage va resservir à produire un nouvel emballage. Sur la partie 3, on va chercher à vous présenter en détail les actions d'éco-conception, les actions clés concernant le verre, avec des exemples concrets d'emballage, de perturbateurs et toutes les préconisations, en tout cas les préconisations essentielles qui permettent d'avancer sur le corps de l'emballage d'une part et sur les éléments associés d'autre part. Et enfin, en partie 4, on va vous rappeler les principaux outils et accompagnements qu'Adelph et Citeo vous propose pour éco-concevoir vos emballages. Et puis, donc, bien entendu, on a ces 4 chapitres-là, mais on prendra également un temps de questions-réponses en fin de séance, si jamais vous avez encore des interrogations ou si vous souhaitez aborder un cas très concret. Donc, en termes de temps à passer ensemble, on va rester à peu près 1 heure ensemble avec la session de questions-réponses en plus. Donc, n'hésitez vraiment pas à commenter au fur et à mesure et à proposer vos questions dans le chat. Donc, je ne vais pas pouvoir les consulter en direct, mais Niels et Léa seront là pour faire le lien et pour réunir les questions. Donc, les actions clés de l'éco-conception des emballages. Qu'est-ce que l'éco-conception ? Donc, je pense que vous savez mieux que personne que l'emballage optimal doit répondre à un nombre assez conséquent d'enjeux et d'obligations. Donc, il y a effectivement les enjeux réglementaires, les attentes du consommateur, les enjeux économiques, mais également tout ce qui est optimisation des schémas logistiques et distribution voilà, qui permettent d'être optimisés grâce aux emballages. Et dans le cas des produits alimentaires, ces enjeux sont particulièrement accrus en raison du caractère sensible de la denrée, donc tant au niveau de la sécurité que des attentes du consommateur. Donc, qu'est-ce que l'éco-conception dans ce contexte ? En fait, l'éco-conception, c'est simplement de développer un emballage qui réponde à toutes ces questions, tous ces enjeux, en tenant en plus en compte des impacts sur l'environnement de l'emballage et en tentant d'innover pour essayer de les réduire. Donc, comme on sait que c'est pas toujours simple de rajouter une cerise environnementale sur un gâteau d'exigences plutôt bien chargé, on travaille, Citeo et Adelph, au quotidien pour essayer de vous accompagner dans ce travail-là. Les actions clés.
Donc là, je pense que je risque de me tirer une balle dans le pied en vous disant que c'est vraiment la slide à retenir de la présentation, mais je vous le dis quand même. Donc c'est bien ces 4 actions clés qui sont vraiment cruciales, parce que lorsqu'on accompagne nos clients, que ce soit lors des formations, des webinaires ou même de diagnostics personnalisés, on insiste vraiment beaucoup sur ces 4 actions qui vont structurer l'essentiel des stratégies d'éco-conception qu'on peut accompagner ou vous aider à développer. Donc le premier point, c'est vraiment la réduction. Donc, il peut passer par du réemploi ou par l'usage de moins d'emballages ou par l'allègement des emballages. Le second point, c'est l'amélioration de la recyclabilité. Pardon. Donc là, on touche à des notions qui sont parfois très techniques et qui sont aujourd'hui le cœur de notre sujet. Donc, quand on parle d'éco-conception d'emballage, forcément, l'enjeu de fin de vie est plutôt crucial, d'où cette importance de la recyclabilité. Le troisième point, ça va être l'origine de la matière. Donc, l'origine de la matière, et notamment l'incorporation de recyclés, est un enjeu particulièrement compliqué, très contraint sur des matériaux comme le plastique ou les papiers cartons. Sauf que l'enjeu de l'incorporation de recyclés pour le verre va être légèrement moindre. Il est toujours très important, mais disons que la filière est plutôt pérenne sur ces aspects-là. Donc, on va quand même vous présenter quelques grandes notions, quelques grands chiffres pour que vous sachiez comment on se situe. Et puis, on va parler également de questions d'efficacité énergétique des fours verriers qui contribuent également, en termes d'impact environnemental, à réduire l'empreinte du verre. Et le dernier point, donc ce dernier point, en fait, on ne va pas forcément l'aborder aujourd'hui, c'est la sensibilisation du consommateur au geste de tri. Donc ce n'est pas la moins importante des actions, au contraire, ça représente vraiment la clé de voûte de toutes les mesures d'éco-conception. On aura beau concevoir au mieux ces emballages, il va être vraiment capital que le citoyen comprenne qu'il a un rôle vraiment essentiel à jouer pour boucler la boucle. Parce qu'on aura beau mettre en œuvre tous les efforts du monde pour éco-concevoir un emballage en verre ou dans d'autres matériaux, si le consommateur ne le dépose pas dans le bon bac de tri, les efforts seront vains. Et en ce qui concerne en particulier la question du geste de tri, des marquages unpack, ça va faire l'objet, comme l'a précisé Léa, d'un webinaire dédié, donc qui aura lieu dans un mois à peu près. Donc, dans le cas du verre, je pense que vous savez tous qu'on est en présence d'un matériau qui dispose actuellement de certaines exemptions de marquage par rapport à d'autres matériaux. Mais justement, comme le contexte actuel est très mouvant et qu'il y a encore des discussions en cours, notamment par rapport à la loi AGEC, je laisserai ma collègue Valentine le mois prochain vous détailler toutes ces questions de sensibilisation, de consommation, de communication responsable. Comment sont recyclés les emballages en verre? Donc, on va commencer en fait par avoir un peu cette photo générale de tout ce qui est mis sur le marché aujourd'hui. Donc là, vous avez en fait la présentation du gisement d'emballage ménager, donc des données 2019 ici de nos rapports annuels. Donc on le constate assez vite, l'emballage en verre en fait constitue une part très importante en poids de ce gisement, avec un peu plus de la moitié des 5 millions de tonnes qu'on voit ici. Donc après le verre, on a les plastiques avec 22%, les papiers cartons avec 21% des tonnages, l'acier avec 5%, suivi de l'aluminium. Donc pour le verre, c'est assez compréhensible de voir cette répartition parce que c'est un matériau qui est particulièrement pondéreux. Mais je préfère quand même vous préciser qu'on reste sur un tonnage et pas sur un nombre d'emballages. Donc même si les autres matériaux vont représenter une part plus restreinte sur ce camembert, parce qu'ils sont légers, ils vont quand même représenter une part conséquente en nombre d'unités. Donc vraiment distinguer la question de poids et de nombre d'emballages. Et quand on zoome un peu plus sur la question des emballages en verre, sur ces fameuses 2,5 millions de tonnes mises en marché, on s'aperçoit que l'essentiel est représenté par tout ce qui est emballage alimentaire. Donc, il faut savoir voilà, qu'en moyenne, on a, tout matériau confondu, environ 70% des emballages qui sont utilisés pour des produits alimentaires. Et on constate que dans le verre, on a une vraie écrasante majorité d'usages pour le verre et pour les boissons, et en particulier les boissons alcoolisées. Donc, avec 63% de ces volumes qui sont pour les vins, les bières et les spiritueux. On a ensuite les pots et les bocaux en conserve, donc avec 20%. 8% pour les vins mousseux et le champagne, 7% pour les boissons alcoolisées et seulement 2% pour tout ce qui est application non alimentaire, donc l'hygiène, la beauté et le secteur pharmaceutique. Et je pense que peut-être que certains tiqueront un peu sur cette date, parce qu'effectivement, les emballages en verre sont triés depuis bien avant la création de Citeo et d'Adelph. Donc c'est une structuration qui était très pionnière, mais qui s'est réalisée, alors je simplifie un peu l'image, mais de manière assez naturelle, donc dans les années 70, dans un contexte de tension sur la ressource énergétique et où finalement les acteurs se sont organisés
de manière assez voilà, spontanée, entre guillemets, pour mettre en œuvre plus de rationalité dans les pratiques de consommation des ressources. Et donc, quand on s'intéresse au recyclage de ces emballages, et en particulier de celui du verre, on s'aperçoit que ces quelques années d'avance et peut-être la nature du matériau font qu'il y a quand même un ancrage assez fort dans les pratiques environnementales du citoyen sur le geste de tri et sur, du coup, les performances en termes de taux de recyclage. Parce qu'on a aujourd'hui un matériau qui a une des meilleures performances à date. Donc, à titre d'information, voilà, on a 85% pour le verre. Pour les autres matériaux, vous les avez indiqués juste au-dessus pour pouvoir comparer si vous le souhaitez. Et tout matériau confondu, donc cette performance de recyclage sur les emballages ménagers est de l'ordre de 70%. Donc ça correspond à environ 3,6 millions de tonnes d'emballages qui ont été recyclés sur les 5 millions qu'on a vus tout à l'heure. Et en termes de bénéfices environnementaux, tout ça, en fait, va représenter environ 1,6 million de tonnes de CO2 qu'on a évité, et ce qui correspond à quand même 780 000 voitures en circulation pendant un an. Et pour aller plus loin, comme on aime bien traduire les ordres de grandeur d'économie de ressources et d'énergie en bénéfices environnementaux, on a fait l'exercice sur une tonne de verre recyclé, donc le calcin. Et ici, on peut constater que sur le verre, ou en tout cas dans le cas qu'on étudie, on a des économies vraiment conséquentes. Donc grâce à une tonne de verre recyclé, en fait, on économise déjà 1,2 tonnes de matières premières qui servent à la fabrication du verre en temps normal, donc du sable, du calcaire, etc. Et en termes de grandeur et d'équivalent CO2, par exemple, on a 620 kg d'émissions de CO2 qu'on évite, ce qui correspond à peu près 5600 km en voiture. Donc en termes de distance, si ça peut vous parler un petit peu mieux, c'est quasiment un aller-retour jusqu'au cercle polaire arctique. Avec une tonne de verre recyclé, on peut aussi économiser de l'énergie. Et cet indicateur-là aussi est très intéressant quand on parle du verre, parce qu'on s'aperçoit que cet enjeu énergétique est vraiment crucial, parce qu'en ayant une tonne de verre recyclé, on arrive quand même à avoir une équivalence d'économie d'énergie d'une télé LCD pendant plus de 850 jours, ce qui est vraiment conséquent. Et puis en termes de refabrication, donc d'usage de ressources, cette tonne-là sert à fabriquer à peu près 2200 bouteilles de 75 centilitres environ. Maintenant, concrètement, comment on recycle les emballages en France? Donc, je pense que ces étapes-là, vous commencez à les connaître. Ces 3 étapes principales à partir du moment où le geste de tri a bien été effectué par le consommateur. On a l'étape de la collecte, pour commencer, l'étape du tri des emballages et de leur préparation, et enfin, celle du recyclage à proprement parler, où on va incorporer les matières premières de recyclage au sein de nouveaux emballages ou de produits. Donc, comparativement avec ce que vous avez pu voir dans les précédents webinaires, et puis tout simplement le constatant directement chez vous au quotidien, le schéma de collecte du verre est un peu spécifique. Donc, en règle générale, en France, on va séparer les emballages entre les emballages légers d'un côté et les emballages lourds de l'autre. Donc les premiers, ce sont les papiers cartons, les plastiques, les métaux, ainsi que les papiers graphiques qui vont aller dans le bac jaune. Et cette collecte se fait soit en porte-à-porte, soit en point d'apport volontaire. Et la seconde catégorie, donc les emballages lourds, et c'est essentiellement le verre, vont être majoritairement collectés dans des conteneurs dédiés, et la majorité des Français sont couverts par un dispositif d'apport volontaire. C'est la principale différence entre le verre et les autres matériaux. Et si on regarde dans le détail du recyclage du verre, une fois que tout a été collecté et qu'on a pu amener ces emballages-là, on va distinguer tout d'abord 2 types d'activités. On va avoir les activités de préparation de calcin et les activités chez le verrier. Donc, à savoir quand même, ce sont 2 activités différentes, mais par la nature même du matériau et donc son poids en particulier, les schémas logistiques ont été très optimisés et la préparation du calcin est en étroite proximité avec les installations des verriers. Donc, si on regarde sur la préparation ici de calcin, on va tout d'abord commencer par une première étape donc de maturation. C'est tout simplement un stockage des flux en extérieur qui va aider en fait à nettoyer de manière passive, entre guillemets, les résidus alimentaires qui vont se dégrader naturellement et qui vont permettre d'en réduire la teneur avant l'entrée dans le procédé à proprement parler. Vient ensuite un premier contrôle donc, qui est réalisé pour éliminer le gros des indésirables qui peuvent encore se trouver là, les erreurs de tri. On peut retrouver parfois des choses assez folkloriques dans certains bacs.
Suite à ce contrôle-là, on va avoir une étape de tri des métaux. Donc le tri des métaux sont récupérés essentiellement grâce à 2 équipements. Donc on peut retrouver dans les emballages, dans les centres de tri d'emballage léger que vous avez déjà pu parcourir a priori au cours des précédentes sessions. Il va y avoir le tri des métaux non ferreux, et en particulier de l'aluminium, via une machine qu'on appelle la machine à courant de Foucault, qui va permettre d'éjecter les flux d'aluminium. Et on va également récupérer les métaux ferreux qui vont avoir la possibilité d'être aimantés via des outils qu'on appelle des overbands. Après avoir retiré les métaux, ces métaux-là ne sont pas perdus. Ils sont récupérés puis envoyés chez des recycleurs de métaux sur d'autres installations. Donc une fois qu'on a retiré ces métaux-là, on va pouvoir passer à l'étape de calibrage et de criblage du verre. Donc ça va consister à broyer le verre, donc à produire finalement ce calcin, puis à le purifier et à l'harmoniser en termes de taille et de granulométrie. À l'issue de cette étape de criblage, la purification du flux est encore améliorée, dans le sens où on va se retrouver avec une matière qui est de plus en plus déstructurée, et ça va permettre de simplifier l'extraction des indésirables. Et donc, par exemple, on va notamment retirer tout ce qui est petits films plastiques, éléments légers finalement, par aspiration. Et au cours de ces étapes-là, en fait, comme on va avoir des particules, enfin des fractions de verre de petite taille et particulièrement qui vont se frotter finalement, la friction de ces morceaux de calcin va également permettre de décoller les étiquettes, d'abraser les coatings et au final d'éliminer encore un peu plus d'éléments indésirables qu'on ne veut pas avoir dans les fours verriers. Et on arrive ici à l'étape cruciale du tri optique, qui va permettre en fait d'éliminer ce qu'on appelle les infusibles, donc des éléments qui ne peuvent tout simplement pas fondre, et les éléments donc non sodocalciques, donc je vais pouvoir vous détailler ça un petit peu plus tard, et qui ne peuvent pas être recyclés dans la filière du verre, dans les fours verriers. Une fois cette étape réalisée, on va pouvoir passer chez le verrier. Et en fait, on peut avoir également une nouvelle étape de maturation, donc qui va être lancée pour les éventuelles traces un peu récalcitrantes de matières organiques, de papier. Et à l'issue de cette étape-là, on entre enfin à l'étape de fusion et de formatage, d'affinage. Donc ça va permettre, en fait, on incorpore le calcin dans les fours de fusion à 1550 degrés Celsius, et les derniers résidus alimentaires, les éléments plastiques, papier, vont être éliminés. En revanche, c'est là que la présence d'infusibles ou de métaux qui n'ont pas pu être récupérés par les machines à courant de Foucault ou par les overbands vont risquer de perturber le procédé. On peut avoir des dégradations des fours, des risques d'éclaboussure ou de brûlure pour les opérateurs, et des perturbations également au niveau de la teinte du verre. Donc au final, voilà, si on veut qualifier ce qu'est un emballage perturbateur du recyclage du verre, c'est tout simplement les parties ou composants qui sont mal gérés ou qui sont difficiles à capter au moment des différentes étapes et des technologies de récupération et de séparation des matériaux entre eux. Pour vous illustrer ce procédé, j'ai extrait des images de la vidéo Suivez-moi. Donc je ne sais pas si vous connaissez ces vidéos, mais elles sont très intéressantes. Vous les retrouvez sur YouTube et puis elles vous seront communiquées avec cette présentation. Donc n'hésitez pas à les consulter. Sur cette image numéro 1, en fait, on voit tout simplement une collecte en point d'apport volontaire, qui est dédié au verre, donc, et on voit que le conteneur est vidé dans un camion qui ne ressemble pas toujours, pas parfaitement aux bennes à ordures ménagères qu'on peut voir circuler dans nos collectivités pour les bacs jaunes. Au niveau de cette deuxième image, le convoyeur que vous voyez permet d'acheminer les flux sur les différents équipements de tri et de séparation qu'on a vus précédemment. Et en image 3, là on voit, bon alors, un petit peu difficilement, je vous l'accorde, du calcin finalement sur un convoyeur et qui est acheminé vers le verrier. Et comme on pourra le voir, vous pourrez le voir sur la vidéo, les deux lignes de production sont vraiment étroitement liées. Et l'image numéro 4, c'est tout simplement l'illustration des nouvelles bouteilles fabriquées à partir de calcin recyclé. Donc pour pouvoir les fabriquer, on a quand même mis le calcin à plus de 1500 degrés durant 24 heures. Donc c'est là qu'on comprend aussi le caractère de la rationalité énergétique du recyclage, parce que ça permet quand même d'optimiser un petit peu ces questions énergétiques. Et au niveau plutôt global, vous comprenez aussi ici que le verre répond vraiment parfaitement à la définition du recyclage en boucle fermée. Donc on part d'une bouteille ou d'un bocal et on peut refabriquer une autre bouteille. Je
vous propose de passer ensuite directement aux pistes d'éco-conception. Donc maintenant qu'on connaît a priori plutôt bien un peu la typologie d'emballage en verre mis sur le marché, quelles sont les grandes étapes du recyclage du verre, on peut se demander comment traduire tout cela en actions concrètes. Donc on comprend un peu des parties précédentes, il va y avoir quand même deux axes vraiment clés pour l'emballage en verre. Il y a le poids d'une part, parce que ça influence grandement son impact environnemental global, et sa recyclabilité d'autre part. Parce que même s'il s'agit d'un matériau qui est plutôt peu décrié pour sa fin de vie aujourd'hui, le verre représente quand même des spécificités et des enjeux qui lui sont propres et qu'il est nécessaire d'adresser ensemble. Donc, réduire, alléger et optimiser vos emballages. Alors le point de l'allègement, ça vise à répondre en fait à une question. C'est est-ce que je suis efficace en matière pour emballer mon produit? En fait, est-ce que je mobilise une quantité optimale de matière d'emballage pour le produit que je dois protéger et transporter? Et au final, on s'aperçoit qu'il peut y avoir quand même des marges de manœuvre dans certains cas. Et dans les axes les axes d'action qui permettent de réduire finalement l'emballage qu'on utilise, on va avoir une question de diminution d'épaisseur, une optimisation des dimensions, on peut également optimiser le design ou supprimer parfois un élément d'emballage, voire concentrer le produit. Et dans le cas du verre, alors je comprends que certaines de ces options ne sont pas forcément toutes aisées à mettre en œuvre. Donc je pense que par exemple dans le cas de la suppression d'un élément d'emballage, vous avez peut-être en tête le cas du pack de pots de yaourt en polystyrène avec un cavalier en carton qui est un très bon exemple et qu'on peut utiliser assez régulièrement. Donc, dans le cas présent, en fait, on peut garder le pack sans le cavalier en carton, car le polystyrène le permet. Mais tout de suite, l'action devient un peu plus acrobatique si on veut faire la même chose sur les pots de yaourt. Donc on comprend que là, ça peut être un peu plus complexe. Et c'est un peu le même principe sur l'optimisation des dimensions. La marge de manœuvre peut être un peu plus limitée sur les emballages de boissons, d'autres liquides, de vin, etc. Mais on peut quand même se pencher sur la question, par exemple sur des produits alimentaires conservés dans des liquides type conserve de légumes ou saumure. Et puis surtout, il y a vraiment la question de l'épaisseur et du design de l'emballage, parce que c'est un levier très important pour le verre. Donc, je vous ai mis ici deux illustrations, donc une bouteille de champagne en verre et une bouteille en plastique pour vous donner un peu des ordres de grandeur. Et donc, dans le cas de la bouteille de champagne, on s'aperçoit qu'on a pu économiser en quelques années 7% de matière. Donc, alors à première vue, 7%, ça peut sembler peu, mais si on rapporte ces 7% aux 900 grammes de la bouteille de champagne, ça représente quand même 65 grammes d'économisés. Donc si on rapporte ces 65 grammes au nombre de bouteilles de champagne vendues, et les Français en consomment quand même 150 millions, ça représente un certain volume. Donc ça représenterait à minima une réduction de quasiment 10 000 tonnes de verre utilisées dans l'emballage de champagne. Et donc, Adelph en particulier accompagne aussi d'autres régions vitivinicoles dans ces démarches d'allègement. Donc, par exemple, on peut citer en fait des producteurs qui ont allégé une bouteille bordelaise de 25%. Donc, c'est très conséquent et cette bouteille est passée de 550 grammes à 440 grammes. On économise quasiment 100 grammes équivalent CO2 par bouteille, donc ce qui correspond à peu près aux émissions d'une voiture sur 1 km. Et puis en plus des gains économiques et environnementaux que ce type de mesure permet d'apporter, on a également par exemple des gains sur la palettisation parce qu'on a pu augmenter le nombre de bouteilles par palette. Donc voilà, c'est une partie du travail d'éco-conception de ces emballages qui va effectivement résider dans le poids, mais on ne néglige pas pourtant l'enjeu recyclabilité parce que ça reste quand même important avec des éléments fortement impactants à bien identifier ensemble. Et on va y passer quelques minutes ensemble. Donc sur la question de cette notion en fait de recyclabilité, je pense que c'est important de bien distinguer la consigne de tri et la recyclabilité. Parce qu'en fait, on l'a vu très rapidement ensemble, la consigne de tri, c'est vraiment l'enjeu crucial. On aide le consommateur à effectuer son geste de tri correctement, à le mettre dans le bon bac, le bac blanc en l'occurrence dans le cas du verre, ou les points d'apport volontaires des collectivités. Et donc chez Citeo et Adelph, on travaille depuis plusieurs années à simplifier justement ces consignes de tri. Et les récentes lois et directives en cours d'élaboration visent également à travailler cette simplification. Donc au final, dans le cas du verre et dans le cas des autres emballages, la question à savoir pour savoir quel va être le geste de tri, c'est tout simplement quel est le matériau majoritaire. Et dans le cas du verre, on se simplifie un peu la tâche parce que c'est souvent le matériau très très largement majoritaire. Et ensuite, si on parle de la notion de recyclabilité,
Là, on va entrer dans des choses un peu plus techniques, plus complexes, parce qu'en fait, de cette notion, il y a plusieurs sous-jacents. Et en particulier, il y a la question du caractère triable de l'emballage. Donc, il faut que les technologies de tri disponibles à date permettent vraiment d'orienter le flux dans la bonne filière, de le purifier. Mais il peut arriver, voilà, comme on l'a vu très rapidement précédemment, que des éléments associés à un emballage en verre ne puissent pas être retirés par le préparateur de calcin. Et puis, il y a également la notion d'avoir une matière qui soit effectivement recyclée et utilisée dans de nouveaux produits en emballage. Donc là, c'est voilà, comment déterminer si la matière va pouvoir répondre aux spécifications du recycleur ou si elle risque d'être perturbatrice. Donc, une fois qu'on a posé ces éléments-là, on peut se demander finalement qu'est-ce qui est accepté, qu'est-ce qui se passe une fois que mon emballage est trié, voilà, où va-t-il? Et aujourd'hui en France, il faut savoir que la quasi-totalité des emballages, et en particulier pour des applications alimentaires, sont en verre dit sodocalcique. C'est un verre qui est constitué de silice, de calcium et de sodium. Et ce qu'il faut en revanche savoir, c'est que notre quotidien est quand même empli de produits qu'on peut assimiler à du verre d'emballage. Donc je pense que tout le monde a déjà eu ce cas de figure et ce cas de conscience. Mais finalement, ce sont des produits qui ne sont pas recyclables selon cette voie. Parce que ces objets du quotidien, comme certains objets décoratifs, des plats de cuisson, sont des verres techniques, en fait. Et vous avez sûrement déjà entendu le terme de verre borosilicate ou de verre au plomb, par exemple. Et ces verres techniques ont en fait des propriétés cristallographiques et physico-chimiques très différentes du verre d'emballage sodocalcique. C'est pour ça qu'on ne peut pas traiter ces flux, en tout cas ces flux qui ne sont pas sodocalciques, dans la filière d'emballage en verre. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas les plats de cuisson qu'on ne les accepte pas. C'est vraiment, par exemple, justement le cas du Pyrex. C'est parce que c'est un verre borosilicate qui offre quand même voilà, une résistance à des chocs thermiques plus importants parce que ça permet de cuire des aliments notamment. Mais sa température de fusion est supérieure à 800 degrés, là où celle du verre sodocalcique est plutôt à 700 degrés. Donc en ayant justement ces différences de propriétés, on peut avoir des perturbations au cours de la préparation du calcin et au cours de la fusion du calcin. Et du coup, forcément, dans le cas de ces verres techniques, en fonction de comment sont prises en charge les ordures ménagères localement, ces verres techniques-là vont être soit incinérés, soit enfouis. Ils ne peuvent pas bénéficier d'un recyclage. En ce qui concerne la recyclabilité d'un emballage en verre, voilà, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Voilà, et bien en fait, c'est relativement simple en fait, parce que cet emballage en fait, pour pouvoir être considéré comme ayant une bonne recyclabilité, il faut tout simplement qu'il n'ait pas d'éléments perturbant le procédé de production de calcin et de recyclage chez les verriers. Et on a de la chance parce qu'en fait, il y a relativement peu de perturbations sur le recyclage du verre. Parce qu'en fait, il y a, je dirais, deux notions importantes à avoir en tête. C'est que, vous l'avez vu, le procédé de recyclage va vraiment permettre de déliter, de totalement déstructurer la matière, ce qui va simplifier la récupération des fractions de verre et l'élimination des éléments qu'on ne veut pas avoir. Au final, si on prend une comparaison avec d'autres matériaux, c'est un petit peu comme le cas des papiers cartons, lorsque les emballages sont totalement déstructurés dans le pulpeur. Et le second point, le second avantage du verre, c'est que finalement, le recyclage et l'incorporation du verre recyclé passent par un procédé thermique. Et on se retrouve ici dans une situation similaire que vous avez pu retrouver au recyclage des métaux. Parce qu'en fait, ce procédé thermique va finalement permettre de détruire des résidus organiques comme des résidus alimentaires, des plastiques, du papier, qui subsisteraient éventuellement. Au final, les principales contraintes pour le recyclage du verre sont liées vraiment à la qualité de la matière entrante. Donc il faut travailler pour avoir du verre sodocalcique uniquement, pour avoir des éléments qui se retirent à la friction et avoir des métaux qui se récupèrent aisément également. Et à contrario, je pense que la répétition fixe la notion, mais à mon avis, vous l'avez compris, on veut vraiment éviter toutes les perturbations qui peuvent dégrader la qualité de la matière et l'outil industriel. Donc par exemple, les infusibles ou les verres techniques qui font aujourd'hui l'objet d'un malus. Là, je pense qu'il est peut-être un peu trop tôt pour commencer à se jeter dans le Prosecco, mais je vous propose quand même de faire un petit quiz sur les emballages ou éléments qui pourraient, selon vous, perturber le recyclage au regard de ce qu'on a pu parcourir jusqu'à maintenant. Donc, je vous propose de réfléchir un petit peu et de me dire ce qui vous semble OK, tolérable, à proscrire, ou voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas soit à activer votre micro ou même à mettre des précisions dans le chat
si jamais Niels peut me communiquer vos éléments de réponse. Je laisse encore quelques minutes, enfin quelques secondes pour que tout le monde puisse répondre. Je te transmets les réponses, Sarah. Parfait, merci Niels. Ok, donc les principales réponses qui reviennent, c'est 3, 5 et 6. On a aussi le 2 qui a été mentionné. Donc voilà, donc effet miroir, récipient en cristal, verre sombre et système de fermeture en céramique. Ok, merci à tous, merci Niels. La réponse, donc effectivement, globalement, vous aviez plutôt les bonnes orientations. Donc déjà, c'est bien, personne, a priori, n'a mentionné le cas numéro 1 de l'emballage en verre avec un bouchon ou un opercule en métal, parce que, comme on l'a vu précédemment, ça se recycle sans aucun problème, ça ne crée pas de perturbation. Il y a également la bouteille avec une étiquette en plastique. Donc ici, il y a pu y avoir des perturbations à un moment donné. Donc on va vous expliquer un petit peu plus tard la question des étiquettes. Donc il y a quand même voilà, une petite vigilance sur les cols potentiellement ultra-adhésifs qui sont utilisés pour ce type d'étiquette. Dans tout ce qui est à limiter, on a cet effet miroir qui a effectivement été cité une fois, et le verre sombre. En fait, on a aujourd'hui une problématique sur ces éléments, c'est qu'en fait, ils vont avoir du mal à laisser passer la lumière, parce que le procédé de recyclage, comme vous l'avez compris, du verre, nécessite d'avoir des trieurs optiques qui traversent le verre. Et la problématique de l'effet miroir, je pense que vous voyez, c'est que le rayon ne peut pas forcément traverser la bouteille. Donc ça va dépendre de la couverture de la bouteille, de la bouteille ou de l'emballage, pardon, par cet effet miroir. Et c'est un peu le même principe sur le verre sombre. C'est qu'on n'a pas encore de critères précis de couleur ou de sombre pour savoir si c'est particulièrement problématique ou si le rayon peut quand même passer. Donc on attire quand même la vigilance sur ces questions-là, donc d'essayer d'avoir peut-être des traitements ou des parties d'emballage qui ne soient pas à 100% effet miroir ou à 100% totalement sombre, et puis globalement d'avoir en tête que ce procédé de recyclage nécessite de pouvoir faire traverser l'emballage par de la lumière. Et puis dans ce qui est à proscrire, là vous l'avez plutôt bien identifié sur le récipient en cristal, qui va effectivement être un verre technique, donc c'est un verre au plomb tout simplement, et aujourd'hui on ne souhaite absolument pas avoir ça dans nos filières de recyclage. Et c'est le même principe pour les systèmes de fermeture en céramique. La céramique est un infusible qui va générer des perturbations importantes au niveau du procédé de recyclage. Donc je pense que vous avez eu plutôt de bonnes réponses. Je vous propose de continuer en regardant vraiment dans le détail. Donc il y a des choses et des notions qu'on a déjà vues ensemble juste avant, mais je pense que c'est peut-être bien quand même de récapituler un petit peu toutes les informations et tous les axes d'éco-conception sur les emballages en verre. Donc on le distingue entre ce qui concerne le corps de l'emballage et ce qui concerne ses éléments associés. Et donc le premier point, et là je pense que j'arrêterai de vous le répéter après ça, c'est qu'il faut vraiment avoir du verre sodocalcique et avoir également des teintes qui laissent passer la lumière. Donc c'est cette question de la translucidité. Voilà, parce qu'il faut tout simplement que ces fameux rayons puissent traverser la matière. Et dans le cas contraire, ce qu'il se passe, c'est que la machine de tri optique va considérer qu'il s'agit d'un élément infusible et l'éliminer. Sauf que c'est dommage parce que ce verre-là se recycle tout simplement. Sur tout ce qui est parachèvement, l'idée c'est quand même de pouvoir sélectionner des options qui ne vont pas perturber le recyclage.
Donc en fait, tout ce qui est traitement du verre qui peut perturber la transparence, par exemple, il faut peut-être avoir une certaine vigilance pour éviter de justement se faire interpréter comme étant un infusible. Et puis, il y a évidemment tout ce qui est coating. Donc, idéalement, comme on l'a vu, il faudrait que ces choses-là puissent être abrasées ou à minima apposées sur une petite surface de l'emballage pour éviter d'avoir un surplus de parachèvement potentiellement problématique. Et donc, sur les laquages en céramique, donc qu'on commence à étudier, il y a peut-être cette problématique parce que s'ils ne sont pas retirés par la friction, le verre qui porte ces laquages-là pourrait potentiellement entraîner des infusibles dans les fours. Donc là aussi, l'idée, c'est d'être assez rationnel par rapport à l'usage de certains parachèvements. Après, pour tout ce qui est dépolissage, il n'y a pas de souci particulier. Ça donne juste un effet un peu comme ce qu'on avait vu sur la page de présentation de ce support. Ça ne pose pas de problématique particulière. Concernant les éléments associés, on va avoir trois principaux axes, finalement, et même plutôt 2,5, on va dire. Il y a la question des systèmes de fermeture. Donc, vous l'aurez compris, on veut vraiment favoriser tout ce qui est métaux ferreux magnétiques, l'aluminium, et vraiment limiter les bouchonnages, les proscrire, les bouchonnages céramiques, pardon. Et un point qu'on n'a pas forcément abordé jusqu'à maintenant, mais qui est quand même notable, c'est qu'on peut avoir des éléments associés, des systèmes de fermeture qui peuvent contenir du PVC. Par exemple dans des capsules de vin, dans certains opercules, parce que ça apporte aussi une certaine fonction en associant les deux matériaux, une déchirabilité plutôt sympa. Donc on peut trouver cette résine-là. Le seul problème, c'est que si jamais on se retrouve avec du PVC dans les procédés verriers ou même dans la valorisation des métaux qui sont issus de ces emballages, le PVC peut engendrer des perturbations. Il peut dégrader l'outil industriel par la production d'acide chlorhydrique, parce que quand il est brûlé, c'est ce qu'il produit. Ça peut également mener à la production de dioxine qu'on essaie vraiment d'éviter. Donc, en particulier, donc ADEL soutient un appel à projet qui vise à développer et tester des alternatives aux capsules PVC alu qu'on utilise dans le vin. Et on espère avoir des résultats début 2021, donc pour essayer au moins d'identifier quelles sont les options alternatives. Et on l'espère, on croise les doigts, avoir des options alternatives viables pour les usages dans le vin. L'autre aspect à regarder, c'est la question des étiquettes. Donc on en a très rapidement parlé tout à l'heure. Je pense que le principal point à retenir, c'est déjà d'éviter les fameuses étiquettes intégrales collées. Donc, typiquement, la bouteille effet miroir qu'on avait vue tout à l'heure, a priori, elle a, en plus de l'effet miroir, la problématique de cette étiquette collée. Donc, c'est à la différence d'un manchon, en fait, qui n'est pas collé. Parce que le risque est d'entraîner tout simplement trop de matière avec l'étiquette, donc trop de matière en verre qui resterait collée à cette étiquette-là. Et même sur les étiquettes qui ne sont pas intégrales, la question des cols se pose et on a justement vu voir des projets d'éco-conception, en particulier sur les segments de la bière, qui permettent justement de travailler sur une colle et sur une étiquette qui évite d'entraîner trop de matière. Donc, globalement, si on peut résumer ça, l'objectif, c'est quand même d'avoir une étiquette qui se décolle par friction, quelle que soit la matière, que ce soit du papier ou du plastique. Et donc, Citeo et ADEL travaillons actuellement avec le CETI, que vous connaissez sûrement pour la plupart d'entre vous, qui est le Centre international technique de l'embouteillage. Et donc, on a un groupe de travail qui vise à qualifier finalement ce qu'est une étiquette ultra-adhésive et de faire des tests, des simulations finalement de préparation de calcin et de pelage d'étiquettes, donc pour avoir un protocole de test harmonisé et qu'on puisse avancer sur ces questions-là. Enfin, le dernier point, donc, qui est vraiment totalement à l'étude et plutôt exploratoire pour le moment, et qui va concerner essentiellement les spiritueux et certains vins et des produits non alimentaires comme des produits de luxe cosmétiques, c'est la question des antivols et des RFID, donc qui vont contenir notamment du silicium et qui sont surtout particulièrement adhésives pour pouvoir remplir justement leur fonction d'antivol. Donc voilà, ici on a un peu résumé les principaux éléments et sur les étiquettes en particulier, parce que je pense que ça c'est peut-être des questions qui vous taraudent. Sachez qu'un guide sur la compatibilité des étiquettes et l'éco-conception avec le recyclage des emballages a été élaboré et publié il y a peu. Donc, je pense que c'était le mois dernier. Donc ce guide a été produit avec l'UNFEA, l'Union nationale des fabricants d'étiquettes adhésives, et il a été conçu pour les fabricants d'étiquettes. Donc l'idée, c'est de ne pas forcément traiter les étiquettes par matériaux d'étiquette, mais de plutôt traduire les préconisations d'éco-conception que nous avons pour les fabricants d'étiquettes. Donc essayer de comprendre comment faire en sorte qu'une étiquette soit compatible avec l'emballage sur lequel elle est apposée.
Donc c'est un super guide que je vous recommande. Il y a une page dédiée aux emballages en verre, et en fait la structure est la même quel que soit le type de matériau. Donc ça vous rappelle les principales étapes du procédé de recyclage qu'on a parcouru ensemble, et ça précise également un petit peu quel est le rôle, quel est le comportement d'une étiquette à cet endroit-là. Il y a ensuite une synthèse des recommandations d'éco-conception qui est formulée ici, et un texte explicatif en fait qui permet de prendre un peu de recul, de mettre en lumière certains axes spécifiques. Donc, je pense que je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur ce guide-là, mais n'hésitez pas à le consulter. Le lien vous est communiqué justement dans cette présentation. Donc, si on veut finalement résumer ce qu'on vient de se dire, pour améliorer la recyclabilité, il y a vraiment, je dirais, excusez-moi, 2 règles d'or. C'est éviter les emballages non recyclables, tout simplement. Donc, à titre d'illustration, il y a le fameux pot de yaourt que vous connaissez sûrement. Donc, c'est un pot de yaourt en grès qui va avoir tendance à se retrouver dans les filières verts parce qu'effectivement, en termes de geste de tri, le consommateur ne va pas forcément faire la distinction. Sauf qu'il s'agit d'un matériau non recyclable et infusible. Et ce qui a été mené, tout simplement, c'est de passer de cet emballage-là à un emballage en verre effet terre cuite. Et le second point, une fois qu'on a répondu à la première question, c'est de tout simplement, une fois qu'on a cet emballage recyclable, faire en sorte que la plus grande partie en soit récupérée. Et donc c'est ce qui nous pousse à préconiser régulièrement des emballages monomatériaux. Mais dans le cas du verre, cette préconisation est plutôt difficile à mettre en œuvre, notamment liée au système de fermeture, donc, qui ne permettent pas toujours, voire quasiment jamais. Mais il y a quand même des solutions pour maximiser ce taux. Parce que, par exemple, on nous pose assez régulièrement la question, et peut-être que la question a déjà été posée dans le chat, mais est-ce que mon emballage est recyclable à 100%? Puis-je dire que mon emballage est recyclable à 100%, etc. C'est une question qui est complexe et en même temps très simple, parce qu'en fait, il y aura toujours des fractions de l'emballage en verre qui ne pourront pas être récupérées ou recyclées. On a vu qu'on récupérait les métaux, mais tout ce qui est éléments en plastique, éléments en papier, ne pourront pas être récupérés. Ils seront détruits pendant le process. Donc, techniquement parlant, mathématiquement parlant, on ne peut pas considérer un taux de recyclabilité de 100%, même si le verre, de par son poids, représente l'essentiel de cet emballage. Et je profite justement de ce point de synthèse pour vous rappeler qu'en fait, tous les points qu'on a abordés ici sont vraiment valables aussi pour les emballages réemployables. Donc, il y a déjà eu un module de webinaire qui a été mené sur le réemploi. Et au final, la loi AGEC notamment prévoit quand même que des emballages réemployables soient quand même recyclables en fin de course. C'est pour ça qu'il faut quand même réfléchir aussi à l'éco-conception et à la fin de vie, la recyclabilité d'un emballage même réemployable, parce qu'il faudra qu'il puisse être recyclable. Et sur ce point-là, n'hésitez pas également à solliciter Léa pour savoir quelles sont les ressources publiées par l'ANIA sur ce sujet. Si on passe maintenant à l'origine de la matière. Donc, comment améliorer l'empreinte environnementale des emballages en verre? En fait, ça s'articule essentiellement selon 2 axes dans le cas du verre. C'est qu'en fait, on va avoir l'incorporation de calcin recyclé, vous l'aurez compris. Et je pense aussi que vous l'avez compris entre les lignes, c'est que la filière du verre était pionnière par rapport à cette collecte sélective des verres et à son recyclage. Et donc, aujourd'hui, en fonction du four verrier, du type de teinte souhaité, que ce soit vert, ambré, transparent, la proportion de calcin recyclé varie, mais reste plutôt importante. Elle est dans certains cas même majoritaire. Et surtout, ce taux d'incorporation de verre recyclé est en constante augmentation. Donc au final, c'est quelque chose qui est relativement simple, entre guillemets, à mettre en œuvre parce que c'est déjà ce qui est fait. Et ensuite, l'autre axe pour pouvoir travailler sur l'empreinte environnementale des emballages en verre, donc qui se travaille avec vos fournisseurs, c'est la question de la réduction de l'empreinte carbone des fours. Donc c'est un des axes de travail majeurs de la filière verre qui s'engage justement aujourd'hui à l'échelle européenne via le programme Furnace of the Future, qui vise en fait à réduire les émissions de CO2 de 50%, à passer à des installations faisant appel à moins d'énergie fossile. Et il y a de mémoire une installation en cours de construction qui sera prête à horizon, je crois, 2022-2023. Donc n'hésitez pas à consulter un peu l'état des lieux de ce projet-là sur ce site. Et enfin, si on reprend la dernière des 4 actions clés,
Donc, comme je vous l'avais dit, je ne vais pas m'attarder sur la sensibilisation des consommateurs, car le prochain webinaire, le prochain et dernier webinaire, y sera entièrement consacré. Mais sachez en tout cas que voilà, des ressources de l'ANIA et de Citeo et Adelph sont produites pour vous aider sur ces sujets-là. Donc, n'hésitez vraiment pas à nous solliciter. Et d'ailleurs, Léa, si tu souhaites éventuellement préciser ce point sur ce que tu proposes par rapport à la sensibilisation consommateur, n'hésite pas à intervenir. Alors, si c'est bon pour vous, je vous propose de souffler un peu. Enfin, c'est plutôt moi qui vais souffler et vous qui allez travailler. Je vous propose un test où là, l'idée, c'est de savoir ce qui est à trier, ce qui est recyclable, quels sont éventuellement les points d'attention, voilà, ce que vous en pensez, voilà, à première vue. Donc voilà, n'hésitez pas soit à débrancher votre micro, enfin à activer votre micro ou à indiquer vos réponses dans le chat. Donc là, nous sommes face à une bouteille de vin ou de sirop. Qu'est-ce que vous en pensez en termes de tri, en termes de recyclabilité ? Donc on a une première réponse, à trier, recycler. Bouchon à séparer au tri, d'accord. Je vais bientôt afficher la réponse, donc si jamais quelqu'un veut donner un élément de réponse, c'est maintenant ou jamais. Parfait. Très bien, donc sauf PVC pour le sirop. Donc ici, on a effectivement des emballages assez connus, assez classiques, avec quand même voilà, ce point de vigilance sur le fait que l'étiquette ne va pas pouvoir être recyclée et que le bouchon en plastique non plus ne peut pas être recyclé. Donc on a typiquement des emballages qui peuvent être très bien éco-conçus, mais pour lesquels on ne pourra pas non plus afficher un 100% recyclable. Et il y a effectivement la question de la séparation des différents éléments. Et les consignes de tri, en fait, par exemple pour des bocaux, vont effectivement être de jeter la capsule d'aluminium ou d'acier dans le bac jaune et de garder le corps de l'emballage dans le bac de verre. En sachant que si jamais le consommateur oublie de le faire, les métaux seront récupérés. Ça, c'est bon à noter. Et concernant les bouchons, ça va dépendre aussi du type de bouchonnage. Et aujourd'hui, en France, à mentionner, il y a la question de la filière du recyclage des bouchons en liège, donc dans le cas des vins et spiritueux ou même de certaines boissons non alcoolisées. C'est une filière qui ne passe pas par le bac jaune, mais qui est une filière volontaire montée par la Fédération française du liège et qui vise à collecter séparément auprès de cavistes ou de points de vente les emballages en liège qui sont ensuite collectés, massifiés et recyclés au Portugal. Donc c'est une des rares filières de bouchonnage en matériaux de type bois ou assimilés qui fonctionne plutôt bien. Mais effectivement, si on a par exemple ce bouchon en plastique qui reste sur la bouteille au cours du procédé de recyclage du verre, il va être perdu. Le second cas, une bouteille d'huile ou un bocal d'huile, par exemple un bocal qui est contenu de l'huile de coco. Selon vous, est-ce qu'il est à trier? Est-ce qu'il est recyclable? Est-ce qu'il y a une problématique particulière? Parfait. Donc on a une première réponse, aucun perturbateur est recyclable. Et je confirme, ce sont des emballages très simples, très classiques, qu'on connaît très bien, qui sont à trier. Et c'est une question qui revient assez régulièrement en fait quand on accompagne certaines personnes ou même qu'on a des questions de la part de consommateurs. Est-ce qu'on peut trier une bouteille en contenu d'huile? Eh bien oui, à 200%, on peut totalement. Le gras qui a été contenu dans cet emballage ne va pas perturber le recyclage du verre, à aucun moment. Sur la question donc d'un emballage qui n'est pas alimentaire, mais qui peut être aussi parfois un peu piège, c'est le flacon ou l'ampoule de médicaments. Est-ce que là-dessus, vous avez éventuellement des doutes ou des questions sur le fait de le trier, s'ils sont recyclables ou autre?
Et n'hésitez vraiment pas à intervenir directement avec vos micros. On est assez peu nombreux pour ne pas trop se marcher dessus. Très bien, on me propose ampoule triable, flacon et bouchon à retirer. Alors, dans le cas de ces emballages, la première notion, c'est vraiment d'avoir un emballage vide. C'est vraiment la clé pour les questions des emballages de médicaments. C'est que c'est spécifique aux emballages de médicaments, c'est que si jamais l'emballage n'est pas vide, l'idée ce n'est pas de vider vos comprimés ou les flacons ou votre sirop dans les toilettes ou dans le robinet, parce que là on va avoir d'autres soucis au niveau biodiversité, au niveau pollution des eaux. Il faut tout simplement les rapporter en pharmacie, donc pour être traité par le dispositif de cyclamène, parce qu'un emballage de médicament qui n'est pas vide est au final un médicament non utilisé, et il entre dans cette filière et il doit être détruit à travers ce dispositif-là. À partir du moment où il est vide, en revanche, on peut totalement le mettre dans son bac de tri comme n'importe quel autre emballage et il pourra être recyclé. On n'a pas forcément besoin de dépioter complètement. Par exemple, sur ce flacon-là, ça peut être assez difficile de retirer la partie plastique. Donc, si vous la laissez, il n'y aura pas de problème. Là, je vous propose un bocal de pâté ou de pâte à tartiner. Là aussi, un peu différent des précédents. Donc, si vous avez peut-être un avis sur sa triabilité, sur sa recyclabilité, n'hésitez pas. Alors, on me propose pas recyclable. On a également triable si retrait du joint. Donc, effectivement, cet emballage, comme vous l'avez vu, est un peu plus complexe que notre emballage, par exemple, d'huile de coco. On a effectivement un système de fermeture, on a ce joint en silicone, mais il reste quand même à trier. En fait, le seul point de vigilance, ce ne sera pas forcément au niveau du joint en silicone, qui va quand même être une matière qu'on pourra, ou en tout cas qui sera éliminée au moment de la séparation des différents éléments sur la ligne de préparation de calcin. Ce sont les systèmes de fermeture, en fait, qui dans certains cas, donc on a identifié depuis quelques années une augmentation de systèmes de fermeture qui ne sont pas en aluminium, mais qui ne sont pas non plus en acier magnétique, donc en fait qui sont des aciers non magnétiques et qui vont poser un souci particulier, en fait, qui vont créer finalement, qui ne vont pas être retirés au moment du process et qui vont se retrouver très loin au moment du recyclage du calcin et qui vont justement occasionner ces risques opérationnels, ces risques de brûlure, d'explosion, etc. et même de qualité au niveau des flux recyclés. Donc le point de vigilance par rapport à ça, c'est de finalement vérifier avec son fournisseur si vous êtes bien sur des matériaux et des métaux en particulier qui vont pouvoir être récupérés au moment de la préparation du calcin. Et concernant ce qu'a contenu l'emballage, il ne va pas être nécessaire de laver les emballages souillés. Donc c'est déjà vrai pour tous les autres matériaux et ça l'est encore plus pour le verre. Il suffit simplement d'avoir des emballages vides pour les mettre dans le bac de tri. Donc pas besoin de laver les résidus de pâte à tartiner s'il en reste encore. Je vous propose ici la boîte de conservation et de cuisson. Est-ce que selon vous, c'est à trier ou c'est recyclable? Ou les deux? Donc on a deux réponses pour le moment. Une très rapide sur le fait que ce n'est pas possible et c'est du borosilicate. Une autre avec, voilà, peut-être du verre technique, donc très bien. Ah oui, là c'est bon, ça a éveillé les réponses. Donc c'est effectivement des verres techniques. Dans le cas présent, on est en présence de ce qu'on peut appeler Pyrex, donc c'est effectivement un verre borosilicate. En sachant que même si ça peut être compliqué en fonction de là où vous vous situez, ce sont des éléments, des produits qui sont plutôt à déposer en déchetterie ou à donner s'ils sont en bon état. Parce qu'en fait, le problème de ces produits-là, c'est que s'ils sont cassés, que vous les mettez dans les ordures ménagères, cela peut être dangereux pour les agents de collecte, pour les éboueurs, les reapers, qui peuvent se couper en manipulant les sacs. Donc voilà, c'est la petite précision. Mais dans tous les cas, ce sont des verres borosilicates, donc ça leur offre effectivement ces propriétés de résistance au choc thermique, mais ils ne sont pas recyclables dans la filière d'emballage ménager du verre. Et enfin,
Quid de l'étiquette? Est-ce qu'on doit la trier? Est-ce qu'on doit est-ce qu'elle est recyclable? Voilà. Quel est votre avis sur cette étiquette? Donc, j'ai mis une étiquette de vin, mais ça peut être une étiquette de n'importe quoi d'autre. Donc, on m'indique que ça va dépendre de la colle, effectivement. Alors, sur le cas de l'étiquette, on me parle également à nouveau de la colle. En fait, sur le cas de l'étiquette, on n'a pas de consigne de tri sur ces éléments associés, parce qu'en fait, elle restera intimement liée à l'emballage au moment de la mettre dans le bac de tri. Au final, on ne se pose pas donc la question de la consigne de tri, mais sur la fin de vie de l'étiquette, et son impact finalement sur le recyclage du matériau sur lequel elle est apposée, on va vraiment travailler sur un choix de matériaux, donc papier, plastique ou autre, qui est compatible avec la filière de recyclage sur laquelle est apposée cette fameuse étiquette. Donc, pour rappel, voilà, pour ces éléments-là, on ne va pas parler de recyclabilité à proprement parler, on va parler d'éléments associés. Et donc, si on veut optimiser le recyclage du verre, dans le cas des étiquettes, on veut vraiment avoir quelque chose qui soit retirable à la friction. Donc, vraiment, à bien retenir, le verre n'a pas de procédé de lavage comme on peut le voir sur, par exemple, le recyclage des plastiques. Donc, les étiquettes se décollent uniquement à la friction. C'était le dernier cas d'étude. Là, je vais vous présenter... Excusez-moi, est-ce que je peux vous poser une question sur un autre cas? Oui, bien sûr. Nathalie Jules-Daptard. Si on prend l'exemple ou le cas de flacons de parfum en verre, Oui. est-ce que c'est du verre recyclable ou pas recyclable? Alors, ça va dépendre de si c'est un verre borosilicaté technique ou un verre sodocalcique, mais dans la plupart des flacons de parfum. Alors, ça va être votre fournisseur qui pourra vous aider, en fait, qui est censé... En tant que consommateur. En tant que consommateur. Alors, en tant que consommateur, là, effectivement, ça va être un petit challenge, mais la plupart des flacons, à savoir la plupart des flacons en verre qu'on a aujourd'hui, sont quand même en verre sodocalcique. C'est vraiment dans le cas où vous avez des flacons de parfum qui sont assimilables à du cristal, par exemple. Ça peut se constater de manière assez visuelle. Mais sinon, voilà, la plupart des flacons, en tout cas que nous, on a eu l'occasion de voir et d'étudier, sont en verre sodocalcique, de toute façon. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je vous propose de passer rapidement en fait sur les outils et ressources qu'on met à votre disposition. Comme ça, on pourra avoir une session de questions-réponses complémentaires. Donc, en termes de services et d'outils que Cityway Delft proposons, ça s'articule en fait selon plusieurs axes. En fait, on vous accompagne sur tout ce qui est collecte, déclaration, éco-conception, communication. Et on a vraiment une équipe qui est dédiée totalement à ça. Donc, n'hésitez vraiment pas à nous solliciter. Et surtout, en particulier, on met à votre disposition des ressources de 3 types différents. Donc, on va avoir les essentiels, qui sont notamment des guides, des outils de type fiche réflexe que certains peuvent connaître, et également des kits sur l'infoterie. Il va y avoir des outils pratiques, des outils pratiques que je vais vous présenter un petit peu plus tard, et il va également y avoir des accompagnements, donc des formations, des webinaires. Sur les essentiels, les fiches techniques, les fiches réflexes, en fait, ça vous donne un peu les règles d'or sur différents axes d'éco-conception, différentes thématiques. Donc, on en a produit beaucoup. Ça peut concerner les emballages recyclables, l'éco-conception en général, tout ce qui est huile minérale dans les emballages, la prise en main des différents outils, billes, tri et fils que je vous présenterai un petit peu plus tard. Donc, en plus de ces fiches-là, il y a également des guides thématiques, et notamment ceux publiés par le COTREP, donc le Comité technique pour la recyclabilité des emballages en plastique, ou le guide sectoriel pour les acteurs du vin, qui a été produit par Adelph il y a quelques années, et qui donne plusieurs axes d'éco-conception pour cette filière-là. Donc, on va l'actualiser en 2021. Et tout ça est totalement libre d'accès, donc n'hésitez vraiment pas à les consulter. Ici, vous avez un petit récapitulatif, un petit extrait finalement de ce qui est à votre disposition en libre accès sur vos plateformes. En ce qui concerne les outils pratiques, donc ça, ce sont a priori des acronymes que vous connaissez plutôt bien. On a TRI, FIL et BI, qui sont des outils qui vont vous permettre d'évaluer
très rapidement, dans le premier cas, la recyclabilité d'un emballage. Donc, vous intégrez les différents composants de votre emballage et ça vous donnera tout aussi rapidement des précisions sur ce qui est recyclable, ce qui ne l'est pas. Il y a également Fil, qui est un outil un peu plus complet, un peu plus large sur un peu un autodiagnostic de son emballage et pour obtenir un plan d'action personnalisé avec avec des bonnes pratiques d'éco-conception en fonction de ce que vous proposez. Et il y a également BI, donc le bilan environnemental des emballages, qui est un outil plus complexe, mais qui en même temps vous permet d'avoir un outil d'analyse de cycle de vie sur certains indicateurs qui est spécialement conçu pour les emballages et pour la filière de collecte sélective en France. Donc, vous pouvez totalement vous inscrire sur ces différentes plateformes. N'hésitez pas, les liens vous seront rappelés dans la présentation. Fil. Et pour ce qui est des accompagnements, donc on propose, je pense comme vous l'avez compris, beaucoup de webinars et de formations. Beaucoup sont également disponibles en replay sur YouTube, donc n'hésitez pas à les consulter. Et en fin d'année, on va pouvoir mettre en place une web académie, donc en fait qui va finalement vous présenter tout ce qui est REP, éco-conception, les marquages, et dans un second temps, des choses plus spécifiques, plus techniques, comme ce qu'on a vu ce matin. Voilà, donc là, vous avez une présentation de 6 modules d'éco-conception que vous pouvez aller consulter. Et Carole Bérard, que vous connaissez sûrement, a lancé également une nouvelle session de modules de webinar, et qui a débuté hier, je crois. Donc, où trouver les informations? Là aussi, on vous rappelle un petit peu où trouver les informations sur vos espaces clients, sur les sites internet et sur les réseaux sociaux. Donc voilà, j'espère que tous ces liens, toutes ces informations vous seront utiles. Ils sont vraiment élaborés pour vous servir de support tout au long de vos démarches, donc n'hésitez vraiment pas à les consulter ou à nous contacter si jamais vous avez du mal à les trouver ou si vous avez besoin de précision. Je vous remercie pour votre écoute de ce matin et je vous propose de passer aux questions. Donc Léa ou Nils, si jamais vous avez un récapitulatif des questions, je suis tout oui. Ouais, je vais te lire les questions un peu que j'ai pu regrouper par thématique. Donc on a une grosse thématique sur le recyclage. Donc déjà avec une question pour savoir qu'est-ce que le calcin? Qu'est-ce que le calcin? Précisément. Eh ben, le calcin, tout simplement, c'est du verre recyclé finalement. C'est du verre qui a été préparé, qui a été calibré. Je vais repasser sur cette slide-là pour vous montrer. En fait, le calcin, c'est tout simplement... Oula, je me suis passée trop vite. Excusez-moi. Le calcin, finalement, c'est ce qu'on produit à la fin de toutes ces étapes-là. C'est un matériau qui est qui est propre, qui est broyé, qui est calibré, donc il y a une taille, qui est comprise là effectivement entre 10 et oui c'est ça, entre 10 et 25 mm de mémoire, donc qui va être trié également par couleur dans certains cas et qui va permettre ensuite d'être réintégré. En fait, si on prend une comparaison avec d'autres matériaux, ce serait quasiment un équivalent, on va dire, de paillettes de plastique qui auraient été préparées, de paillettes de PET, avant de l'incorporer, par exemple, dans de nouvelles bouteilles. Est-ce que ça répond à la question? Et là, j'avais mis quelques illustrations, mais elles sont un peu petites. Au final, le calcin, c'est ça. Très bien. Alors, on a aussi, sur les étapes de préparation, donc le préparateur de calcin, qu'on présentait au tout début, les étapes de préparation, est-ce que le préparateur, est-ce qu'il est différent du verrier? Ou est-ce que c'est un acteur spécialisé qui prépare le calcin et qui après est envoyé chez un verrier? Ou est-ce que c'est le même acteur? Alors, ça dépend de la chaîne de valeur où on se situe, mais en général, en France, les préparateurs de calcin sont intégrés au verrier. Et en fait, on a dans d'autres pays des préparateurs de calcin indépendants qui vont effectivement préparer le calcin et l'envoyer vers différentes installations de verrier. Ok. Les étapes du recyclage du verre sont-elles toujours les mêmes, quelle que soit l'usine de recyclage? C'est une bonne question. Alors, je ne connais pas toutes les usines de recyclage, mais le grand principe est effectivement le même. Après, par exemple, sur les machines de tri optique, on peut avoir des équipements légèrement différents. On peut avoir, par exemple, certains équipements ultra performants qui vont notamment reposer sur du
du tri par rayon X et qui vont permettre par exemple de faire ce qu'on appelle du démélangeage. C'est ce qui permet de séparer vraiment les couleurs. Donc là, ça va dépendre aussi ça va dépendre des installations. Et là, malheureusement, je n'ai pas forcément de typologie ultra détaillée de ce qui est fait, ce qui n'est pas fait. Et ça dépend effectivement de l'installation. Mais le grand principe reste quand même toujours le même. Un peu dans la même ligne, est-ce que les étapes de tri des métaux sont-elles systématiques et l'aspiration des légers aussi? Est-ce qu'elle est systématique dans le processus de recyclage du verre? Alors, à ma connaissance, oui, parce qu'en fait, à partir du moment où on laisse des métaux et où on laisse des éléments voilà, organiques, du papier, du plastique, on va dégrader la qualité du calcin et on risque de dégrader la qualité des emballages qui sont produits à partir de ce calcin-là. Donc, on dégrade la qualité, que ce soit en termes de couleur, en termes aussi de propriétés techniques. C'est que si on a des inclusions, par exemple, de métaux, ça peut engendrer des difficultés, par exemple, si on veut emballer derrière un produit sous haute pression. Je peux vous poser une question supplémentaire sur ce même sujet. Si on prend l'exemple, donc pour les métaux, ça me paraît clair. Et pour les emballages ou les matériaux légers, donc type plastique, a priori, ça veut dire qu'ils ne sont en fait pas brûlés, ils sont éliminés par aspiration et donc retriés. Alors en fait, je dirais que c'est entre les deux. C'est qu'en fait, les métaux vont être effectivement récupérés et tout le reste, donc les plastiques par exemple, ce qu'on peut retirer par aspiration sera retiré par aspiration. Par exemple, justement, une étiquette qui s'est décollée à la friction va être aspirée. En revanche, si on se trouve avec des morceaux de calcin qui ont encore un petit bout d'étiquette collé dessus, ce qui peut arriver, donc d'étiquettes en papier ou même en plastique, cette partie-là restera quand même dans le calcin et sera éliminée au moment de la fusion. Mais l'idée, c'est quand même d'avoir le minimum de pollution organique, donc par organique on entend résidus alimentaires, mais également papier et plastique, qui reste collé au verre. Et vous avez une définition du léger? C'est quoi léger en termes de densité? Ça veut dire densité inférieure à 1? Ça veut dire quoi? Alors non, ça ne veut pas forcément dire densité inférieure à 1, parce que par exemple, le PET a une densité de 1,34. Donc c'est plus par rapport au poids de l'emballage en lui-même. C'est que par exemple, la densité du matériau dans l'absolu est ce qu'elle est, ça va dépendre aussi de la quantité qu'on utilise. C'est que dans le cas du verre, par exemple, vous l'avez vu, sur la bouteille de champagne, elle pèse 900 grammes, alors que si on s'intéresse à une bouteille en plastique, par exemple, on a quand même des ordres de grandeur qui sont largement inférieurs. C'est tout simplement ça, en fait. Les emballages, globalement, vous pouvez considérer que ce qu'on considère comme emballage lourd, c'est tout simplement l'emballage en verre. Et tout le reste est considéré comme du léger. C'est ça. D'accord. Tout à fait. Du coup, ça répond à votre question. Il y a une question donc sur comment étaient recyclées les étiquettes en plastique ou en papier. Est-ce qu'elles étaient envoyées dans les filières plastique ou papier? On peut le préciser peut-être comme ce point. Oui, effectivement. Donc les étiquettes ne sont pas récupérées parce que voilà, elles se délitent, elles sont aspirées et elles sont tout simplement éliminées. Elles sont soit enfouies, soit incinérées. Donc c'est bien pour ça qu'on ne parle vraiment pas de recyclabilité de l'étiquette. On parle de sa compatibilité avec le matériau sur lequel elle est apposée. Parce que justement, on ne peut pas travailler sur une filière de recyclage des étiquettes. Est-ce que, dans la même lignée, est-ce que les systèmes de fermeture en acier sont-ils recyclés? Oui, tout à fait. Donc les systèmes de fermeture, quels qu'ils soient, je vais vous reprendre à quel endroit je pourrais vous montrer ça. Ça va tout simplement être ici, en fait, encore la même slide. Les systèmes de fermeture, en fait, que ce soit des capsules, que ce soit des collerets, des muselets aussi dans le cas du champagne ou du cidre. Tous ces éléments-là, en fait, vont pouvoir être captés donc par le courant de Foucault quand il s'agit d'aluminium et par des aimants quand on a des métaux magnétiques. Donc ils sont bien récupérés pour être recyclés par des recycleurs d'aluminium d'une part et d'acier d'autre part. Et idem si c'est une pompe de parfum? Alors sur la pompe de parfum, voilà, effectivement, ça va dépendre de comment elles s'intègrent, mais globalement, elles sont en général non dissociables. La pompe de parfum, ce qui va se passer, c'est que si on a, par exemple, un roulement à billes en métal au sein d'un corps en plastique, donc finalement au niveau de cette pompe,
A priori, il y a quand même peu de chances de pouvoir récupérer la petite fraction du roulement à billes, du ressort du flacon pompe, parce qu'il est totalement complexe et entouré, en tout cas, enfin voilà, il est intimement lié à une fraction de plastique qui, elle, sera éliminée. Et du coup, j'avais une question qui était en lien justement avec les éléments métalliques associés. C'est sur la consigne de tri, quel geste on recommanderait pour les bouchons des bocaux ou des bouteilles? Est-ce qu'il faut les jeter séparément? Alors, on préconise de justement, effectivement, séparer ces éléments-là, tout simplement parce que, voilà, donc c'est plus efficace, entre guillemets, en termes de dispositifs logistiques. Et ça permet aussi de ne pas non plus saturer les installations verriers avec des tonnes de capsules et autres bouchonnages en métaux. Mais si jamais le consommateur laisse la capsule et le couvercle sur son bocal ou sur sa bouteille, c'est un peu plus compliqué, c'est surtout sur les bocaux, elle sera quand même récupérée. Donc ce métal-là n'est pas perdu. D'accord. Est-ce que le tri optique du calcin par couleur est-il aussi efficace que le tri en amont comme en Allemagne? Ça, c'est une très très bonne question. Effectivement, nos voisins allemands sont un peu plus rigoureux que nous au niveau du geste de tri à la source. Sur ce point-là, alors malheureusement, je crois que c'est bon. Je ne pense pas pouvoir répondre tout de suite. Je pense que je vais devoir solliciter certains de nos collègues pour essayer de voir s'ils ont justement un recul par rapport à l'efficacité de ce geste de tri vis-à-vis de ce qui est fait en termes de tri optique. Après, voilà, globalement, les équipements de tri optique sont quand même ultra performants, que ce soit sur les matériaux verts ou les matériaux plastiques. Je vous fais un peu une réponse de l'allemand, mais on pourra creuser un petit peu et vous transmettre ces éléments. Très bien. Il y avait un pot de yaourt qui était montré sur une slide, je crois, mais je me demande s'il n'était pas en grès. Est-ce qu'il ne pose pas des problèmes de translucidité, car il semble assez opaque? Celui-ci, j'imagine. Alors, c'était... Ah non. C'était après, je crois. Oui, c'était légèrement après. Hop. Voilà, celui-ci. Alors, effectivement, sur la photo, qui est en plus de qualité tout à fait perfectible, on ne le voit pas forcément. Mais si vous avez déjà eu un emballage de ce type-là en main, en fait, vous pourrez voir que l'effet terre cuite n'est pas totalement opaque. En fait, justement, l'idée, c'est quand même de travailler sur la recyclabilité. Donc, on passe d'un matériau en terre cuite qui, lui, n'est pas recyclable à quelque chose qui l'est, le verre. L'idée, c'est de ne pas le charger en coating et autres traitements qui risquent de le rendre opaque quoi qu'il arrive. Donc, mais dans le cas de ces emballages-là, la plupart de ceux qu'on a pu identifier permettent quand même de faire passer la lumière. Très bien. Est-ce qu'il est possible d'avoir une bouteille en verre 100% recyclé? Alors, est-ce que le 100% est atteignable? Je l'ignore si on parle vraiment de 100%, mais on peut atteindre en fonction des différentes couleurs de verre et des différents fours verriers des taux d'incorporation de plus de 95% en tout cas. Bien. Et j'avais une autre question dans ce registre aussi. Quel pourcentage de calcin incorporé en moyenne dans le verre? Je pense qu'on parle de calcin recyclé. Oui. C'est une question qui est assez complexe parce que justement, ça dépend vraiment des recettes entre guillemets de chaque verrier. Ça dépend aussi de la couleur du verre. Donc, on peut difficilement, je dirais, établir une moyenne. En fait, on peut garder en tête que plus le verre est cristallin, plus c'est compliqué d'en incorporer beaucoup. C'est vraiment très schématique. Mais voilà, on a effectivement des cas de bouteilles qui vont incorporer plus de 95% de verre recyclé, par exemple. Et on peut en avoir certaines qui vont en incorporer plutôt 60%. Mais globalement, le fonctionnement de la filière aujourd'hui en France est particulièrement, on va dire, optimal. C'est qu'en fait, tout le calcin qui est produit est incorporé dans des emballages. C'est qu'il n'y a pas de problème de débouché comme ce qu'on peut identifier par exemple sur des plastiques ou par exemple sur certains plastiques, on va produire des fluides recyclés, mais on va avoir parfois du mal à trouver repreneur. Dans le cas du verre, on n'a pas ce souci-là. Tout ce qui est produit est bien intégré dans de nouveaux emballages. J'avais des questions qui étaient plus en lien avec la consigne ou le réemploi. Donc déjà, quel est le poids d'une bouteille d'1 litre remplissable, donc consignée?
Alors ça, c'est une bonne question. Alors malheureusement, je ne suis pas très qualifiée sur le réemploi. On a des collègues qui travaillent vraiment sur ça et sur la question des standards de bouteilles réemployables. Je ne sais pas si ce thème, si ce détail a été abordé au cours du webinaire dédié au réemploi. Je crois que c'était le webinaire numéro 2 donc de cette session menée avec l'ANIA. Donc je vous inviterai à vous référer peut-être à cette session-là sur le réemploi pour ne pas vous dire de bêtises. Après, de manière qualitative quand même, on sait que pour pouvoir être réemployé, forcément, on va avoir besoin d'une certaine résistance de la bouteille. Elle va devoir être, elle va être quand même assez malmenée. Donc, elle a tendance à ne pas être allégée. Donc, c'est là où, en termes de piste d'éco-conception, on a, je dirais, un point de divergence, entre guillemets, entre l'éco-conception pour usage unique et l'éco-conception pour réemploi. Et après, sur toutes les autres notions vis-à-vis de la recyclabilité, donc en dehors de cette question d'allègement et de poids, en revanche, on se retrouve plutôt bien avec les critères et les standards de réemploi. C'est que, par exemple, pour les réemplois, on a quand même besoin d'étiquettes qui puissent se décoller également facilement. Donc voilà. Donc, mais sur le poids, voilà, je vous invite vraiment peut-être à consulter le webinaire numéro 2 ou 3. En tous les cas, vous avez donc un webinaire qui a été fait dans le cadre de cette série de webinaires avec l'ANIA, donc vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube en replay. Et il y a aussi une série de 3 webinaires dédiés complètement au réemploi, à la consigne, etc. Enfin, surtout au réemploi. Donc, je vous invite aussi à les consulter. Parce que j'avais une autre question aussi, c'était quid de la consigne, mais je pense que ce serait vous pouvez avoir beaucoup d'éléments déjà avec cette série de webinaires qui est assez complète, qui présente un peu un panorama des solutions qui existent sur le territoire français et derrière un peu des études qui ont été montrées pour montrer qui ont été faites pour montrer justement les différents systèmes qui existent, les performances environnementales par rapport à du jetable, etc. Voilà, je crois qu'il y avait une question aussi, alors peut-être Léa, tu pourrais y répondre, c'est sur le webinaire prévu dans un mois justement sur les étiquetages impact. Est-ce qu'ils sont, il semble-t-il que les personnes ne trouvent pas, ne trouvent pas le webinaire. Oui, alors concernant les étiquetages, quelle était la question, s'il te plaît, Nils, exactement? C'est la personne ne trouve pas le webinaire prévu. Alors peut-être que sur le site de l'ANIA, je ne sais pas s'il n'est pas, peut-être qu'il n'est plus visible. Alors en fait, sur le site de l'ANIA, on a l'ensemble des webinaires, des 10 modules qui sont prévus. Donc je renverrai le lien vers la section du site qui correspond à ça. Et donc, le prochain webinaire sera sur la communication. En fait, le webinaire sur les marquages et étiquetages avait été reporté du fait du retard qui avait été pris sur le nouvel Infotri. Et donc, du coup, on doit reprogrammer ce prochain webinaire. En tout cas, toutes les informations sont sur le site de l'ANIA, donc je retransmettrai en parallèle des liens avec les autres webinaires sur le réemploi. Je transmettrai également le lien vers la page ANIA pour s'inscrire au prochain webinaire. Ok. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser maintenant. Sinon, voilà, je pourrais te laisser conclure, Sarah. Écoutez, merci pour votre attention. Donc voilà, si vous avez encore une question, vous pouvez intervenir ou sinon, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on travaille ça ensemble. Merci pour votre écoute et puis bon après-midi, bon appétit à tous.